Bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons pour un nouvel échange d'expériences. Je vous remercie beaucoup parce que vous me faites beaucoup de suggestions et vous me posez beaucoup de questions. J'avais promis de vous parler de comment on peut développer les transports comme axe prioritaire pour le développement de la République démocratique du Congo. Par transport, il faut entendre les routes et autres voies de communication. Avant que je vous entretienne de cette question, vous m'avez posé une question importante. Vous m'avez dit, mais vous venez de nous dire que la pêche au Congo est sous-développée, l'industrie au Congo est sous-développée, l'agriculture au Congo est sous-développée, l'élevage est sous-développé. Que dire alors de notre commerce extérieur? La réponse est très simple. À partir du moment que notre industrie en République démocratique du Congo est sous-développée, l'élevage est sous-développé, la pêche sous-développée, l'agriculture sous-développée, eh bien, le commerce extérieur de notre pays est aussi un commerce extérieur du sous-développement. Comment? Le commerce extérieur, en théorie économique, est un moteur de développement. Mais pour qu'il devienne moteur de développement, il faut que sa pratique soit maîtrisée et soit conforme aux besoins du développement. Pour que le commerce extérieur d'un pays contribue à son développement économique, il faut que les exportations du pays rapportent suffisamment de l'argent pour couvrir les besoins des importations. Cela sous-entend que lorsqu'on exporte, on doit suffisamment avoir des moyens pour couvrir les importations du pays. Qui exporte? Ce sont les opérateurs économiques, les hommes d'affaires. Qui importe? Ce sont les opérateurs économiques, les hommes d'affaires. Mais l'État a un rôle très important, celui de réglementer les importations et les exportations et le transit. Car il faut rappeler ici en passant que le commerce extérieur d'un pays est constitué de 3 opérations: les exportations, les importations et le transit. Maintenant, l'État doit définir ces 3 opérations, doit les réglementer en fonction des besoins du pays. C'est ce qui va faire que le commerce extérieur puisse devenir moteur de développement. Ça, c'est au niveau de la science économique. L'État, par les exportations, gagne de droits. Et par les importations, il gagne aussi des droits. Donc, les exportations, par le paiement de droits des douanes, les importations aussi, les transits par le paiement des droits de transit, contribuent aux finances publiques de l'État. Mais alors, les exportations deviennent un véritable facteur de développement lorsque leur contenu contribue à booster les investissements
productif et la croissance économique, de laquelle dépend le développement du pays. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans croissance économique. Mais on peut atteindre un niveau de croissance économique, mais qui n'est pas accompagné par le développement. Parce que le développement, c'est la croissance économique à laquelle s'ajoute l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie de la population. Pour en arriver à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie de la population, il faut qu'il y ait une politique gouvernementale de distribution du produit de la production provenant de la croissance économique. Alors, les importations deviennent un facteur de développement dans un pays que lorsque leur contenu est constitué des biens qui peuvent permettre la croissance économique du pays. Maintenant, dans le cadre de notre pays, nous venons de dire, les exportations ne peuvent contribuer au développement que si leur valeur peut permettre la couverture de la valeur des importations. Et pour que leur valeur augmente, il faut que les exportations soient constituées de produits à haute valeur ajoutée. Les importations, pour qu'ils puissent être facteurs de développement, il faut qu'elles soient constituées des biens d'équipement capables de promouvoir la production nationale, capables de promouvoir les investissements nationaux, capables de booster la productivité des secteurs. Le transit ne devient facteur de développement que lorsque sur le plan de la valeur, il contribue, n'est-ce pas, aux finances publiques de l'État. Ça, c'est la théorie économique que j'ai évoquée en tant qu'expert sans recourir aux théories de l'échange international, qui ajoute que un pays ne peut profiter de ces échanges avec les autres pays du monde que si il se spécialise. Se spécialiser, c'est s'industrialiser. C'est ça la spécialisation. C'est s'industrialiser en fonction d'eux. Et là, les théories se diversifient. Vous avez des économistes comme David Hume qui ont développé la théorie des avantages absolus, a été complétée par David Ricardo. Et puis il y a des économistes, toujours classiques, qui ont insisté sur la spécialisation en fonction des avantages comparatifs. Là, vous avez John Stuart Mill et bien d'autres. Vous avez Heckscher, Olin, Samuelson et tous ces économistes comme Jacob Vinet et les autres qui ont développé cette théorie pour dire, pour gagner dans le commerce extérieur d'un pays, il faut que l'État, un pays, se spécialise en fonction de coûts, soit absolus, soit relatifs. Aujourd'hui, avec des économistes comme André Gunder-Frank, les économistes modernes comme Krugman et les autres, Obstelfeld, Linders, ils ont dit non. La spécialisation doit se faire pour un pays qui veut gagner de ce commerce extérieur quelque chose, en fonction des avantages compétitifs.
et les avantages compétitifs, n'est-ce pas, mettent chaque pays devant la concurrence internationale et les pays doivent se spécialiser en fonction, n'est-ce pas, de ce que le marché cherche immédiatement. Ce dont le marché a besoin. Est-ce que le marché a besoin du cuivre, du cobalt, du coltan maintenant, ou bien le marché a besoin de téléphones, a besoin de montres, a besoin de produits finis. Quand nous mettons maintenant ces tableaux de théorie, parce que je fixais de terminer cette réponse en 30 minutes, quand nous mettons toutes ces théories à la lumière de la situation congolaise, nous disons qu'aucune théorie n'est pratiquée en République démocratique du Congo. Aucune. Je viens de vous dire tout à l'heure là que la spécialisation veut dire l'industrialisation. Toutes ces théories insistaient beaucoup plus sur les produits à exporter. Et des auteurs même proposaient que quand on exporte, c'est pour avoir des moyens, mais ces moyens doivent être affectés à l'importation des biens d'équipement qui peuvent contribuer à des investissements nouveaux. Parce que la croissance économique est fonction du taux des investissements. Et lorsque ce taux augmente, il y a croissance économique, et c'est la croissance économique qui peut amener au développement d'un pays, c'est-à-dire au bien-être de la population. Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, les importations du pays sont constituées de produits alimentaires et non, ou alors très peu, de biens d'équipement. Alors quand on importe les Saint-Char, on importe les Mapapou 2, on importe les Mikongo Yasoso, on importe les croupions de dinde, on importe les masques, on importe tous ces déchets alimentaires, on gaspille des devises avec lesquelles on pouvait substituer ces importations par la production nationale. Cela sous-entend qu'on devait prendre une mesure courageuse par le gouvernement pour dire on importe pendant 6 mois que les poulets. Parce qu'aujourd'hui, si on prend un poussin, on élève dans une ferme présidentielle 1 million de poussins, au bout de 6 mois seulement, on peut déjà espérer avoir des œufs à fournir sur le marché. Donc, l'élevage peut vous prendre au maximum 9 mois pour que la population trouve déjà son compte. Mais lorsqu'on commence à dépenser les devises avec lesquelles importer les couveuses pour élever les poussins, pour avoir des poussins, pour nourrir, on peut tout fabriquer sur place pour promouvoir l'élevage. Tout est question de volonté, particulièrement de la volonté politique. Parce qu'en moins d'une année, on peut inonder toutes les provinces avec les œufs produits au Congo, avec des poulets sur pied produits au Congo. Alors, lorsque maintenant les importations sont constituées de tout ce que je viens d'énumérer là, c'est un gaspillage de devises. Et l'État doit prendre des mesures pour promouvoir les importations des biens d'équipement. Quand quelqu'un importe un tracteur, il ne doit pas payer de droits de douane excessifs. Donc, l'État est le pivot de toutes les opérations du commerce extérieur. Parce que l'État a une politique
entre les mains, soit pour décourager, soit pour encourager les importations d'un bien, d'un produit. Et les droits des douanes doivent être considérés comme instrument de politique économique pour orienter les exportations ou les importations vers les objectifs du développement. Regardez dans notre pays ce qui se passe au niveau du budget national. On considère, n'est-ce pas, le droit des douanes comme principale source de revenus. Alors que la mondialisation veut en arriver à la tarification zéro. C'est-à-dire, on doit, pour permettre le développement des échanges internationaux, demander à tous les pays de supprimer les droits des douanes. Eh bien, si nous avons une industrie qui n'est pas développée, si nous n'importons pas des équipements, alors, qu'est-ce que nous allons vendre sur le plan international? Rien du tout. On ne vendra rien. Parce que le commerce international est un commerce de concurrence. Et c'est ça, la mondialisation. Si nous avons un commerce extérieur dont les importations ne peuvent pas booster l'industrialisation du pays, nous ne profiterons jamais et alors jamais de la mondialisation ou du commerce international. Parce que la mondialisation, c'est la libéralisation tous azimuts des échanges entre les nations. C'est la concurrence commerciale entre les nations. Mais vous allez faire concurrence aux autres avec quel produit d'exportation? Lorsque vous importez tout à manger. Regardez la casserole de la ménagère congolaise. L'huile. À part l'huile de Marsavco, il y a l'huile importée. Le sel importé. Le riz importé. La farine importée pour la plupart des ménages. Conséquence, nous sommes tenus par les importations. Et lorsque maintenant ces importations sont destinées à la consommation courante et non aux investissements, alors nous ne pouvons pas aller de l'avant ni développer notre commerce extérieur, ni profiter de la mondialisation. Nous devons changer de politique pour que nos importations contribuent à l'industrialisation du pays. Nous avons tout intérêt à tout faire pour devenir aussi comme les autres, pollueurs et payants. Parce que tous les pays qui se sont industrialisés sont devenus développés. Et c'est pour cela que les pays développés, on les appelle aussi pays industrialisés. Alors nous devons veiller, en République démocratique du Congo, que les importations, leur contenu, soient orientés vers les biens d'équipement productifs, au lieu d'être orientés, comme maintenant, vers les biens de consommation courante. Concernant les exportations, elles deviennent moteurs de développement que lorsque leur contenu peut rapporter au pays une forte valeur monétaire. Cela sous-entend que nous devons exporter que des produits à haute valeur ajoutée. Nous devons ajouter de la valeur aux produits que nous exportons. On ne doit pas exporter, par exemple, sur le plan agricole, le café brut. On doit exporter, n'est-ce pas, le Nescafé. Et pour avoir le Nescafé, nous avons besoin d'une banque de développement industriel qui va soutenir les projets qui consisteront à importer des machines pour produire du Nescafé. Nous n'allons plus exporter de cacao à l'état brut, mais nous allons exporter les chocolats. Nous n'allons pas laisser pourrir les ananas dans nos champs, mais nous allons exporter ces ananas sous forme de jus
Mais pour avoir les machines, pour la fabrication des jus d'ananas, des jus de banane, des jus de tomates, des jus de ceci, cela, eh bien, nous devons privilégier l'importation des machines, d'équipements, des biens d'équipement pour transformer ce que nous avons comme matière agricole en produits dont le marché a besoin. Concernant les exportations, nous devons prendre une décision courageuse au niveau du gouvernement. Nous devons conseiller au gouvernement d'interdire l'exportation de nos produits miniers à l'état brut. Vous êtes investisseur, vous venez au Congo pour investir, soyez les bienvenus. Nous avons besoin des investissements directs étrangers, mais vous devez transformer sur place. Et pour qu'ils transforment sur place, nous devons prendre des décisions que nous respectons et nous faisons appliquer. Nous appliquons. Vous voulez exporter les cuivres? Ok, mais sous forme de fil. Pourquoi? On doit transformer notre cuivre. Au lieu d'exporter même la terre, eh bien on transforme le cuivre et on les vend sous forme de fil électrique, par exemple. Ces multinationales s'accommoderont parce qu'elles seront appelées pour gagner le marché à s'accommoder. Parce que nous devons savoir que les multinationales ne viennent pas pour développer les pays d'accueil. Les multinationales viennent pour maximiser leurs profits et sauvegarder leur survie. Alors, nous devons être en mesure de contrôler leurs activités quand elles sont dans le besoin. Transformer sur place. Parce que transformer sur place permettra aussi la création de beaucoup d'emplois. Nous devons interdire aussi l'exportation des plumes pour créer des emplois à l'interne. Mais comment maintenant on va s'industrialiser sans une banque de développement industriel? Au lieu que les FPI donnent 800 000 $, 500 000 $ à des opérateurs qui ne sont pas investisseurs locaux, eh bien, autant fonctionner comme une banque. Celui qui veut développer un secteur, eh bien, il vient prendre de l'argent aux conditions fixées par la banque. Et dans notre pays, nous voulons signaler ici que les taux d'intérêt appliqués par les banques commerciales, sous la barbe de la Banque nationale, ne peuvent pas permettre un quelconque développement de l'industrie en République démocratique du Congo. 14%, 15%. Exemple, quand vous empruntez 100 000 $, vous devez remettre à la fin de l'année 115 000 $. Donc, en une année. Donc, si nous divisons par 12, c'est comme, par exemple, 100 000 $, mais vous devez produire chaque année, chaque mois, 1 250 $. C'est énorme comme taux d'intérêt. La Banque centrale voit ça. Et ne s'investit pas pour la baisse des taux d'intérêt dans la mesure où les crédits constituent une véritable source de financement de l'économie nationale. Donc, il y a des choses dans notre pays que nous pouvons réaliser avec un minimum de volonté et de décision. Et là, la responsabilité est partagée entre nos honorables députés qui doivent provoquer, n'est-ce pas, des lois dans les différents domaines de l'économie nationale. Le gouvernement aussi, qui doit faire des propositions de loi dans les différents domaines encadrant les 4 axes prioritaires que nous venons de définir comme axes du développement de la République. Alors, comme on peut le remarquer, les contenus de nos exportations, les contenus de nos importations ne peuvent pas permettre un quelconque développement du commerce extérieur du pays et partant ne peut pas permettre à la République démocratique du Congo de profiter de la mondialisation qui est caractérisée par 4 enjeux fondamentaux. Pour gagner dans la mondialisation, il faut maîtriser la production. Nous ne produisons pas suffisamment
pour l'extérieur. Pour profiter de la mondialisation, il faut maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour profiter de la mondialisation, il faut maîtriser les finances internationales. Or, la RDC et l'Afrique n'ont pas une monnaie à mener dans le commerce international. Pour maîtriser la mondialisation, il faut maîtriser la technologie de la production, les techniques d'information, il faut maîtriser les finances, il faut maîtriser tous ces enjeux de la mondialisation. Et il faut maîtriser le fonctionnement des multinationales qui pilotent, qui aiguillent la mondialisation. Alors nous, tant que nous continuerons à attendre qu'on nous aide par les pays développés, qui se sont développés grâce à l'industrialisation, et que nous, on puisse renoncer à notre industrialisation parce que l'industrie pollue, alors autant lever des options dans le pays. Soit on devient pollueur payant comme les autres, soit on attend l'aide internationale. Or, toute aide internationale est toujours liée. La théorie économique dit, attention à l'aide. Samir Amin, Albertini et tous les autres économistes des pays sous-développés ou en voie de développement attirent l'attention des pays en difficulté économique sur l'aide. Quand une puissance industrielle vous donne de l'aide, elle est toujours liée. Elle vous donne cette puissance, l'aide avec la main droite, et elle exige avec la main gauche, plus que l'aide qu'elle vous donne. Et aujourd'hui, nous sommes des pays endettés. À cause de quoi? À cause du service de la dette. Nous sommes dans le service de la dette à cause des intérêts produits par les prêts extérieurs. Nous devons faire appel à nos experts, nos grands économistes, nos grands politologues, nos grands sociologues, nos grands chimistes pour développer le pays avec leurs idées. Ma contribution consiste à donner ces idées. Et à partir de ces idées, le gouvernement peut formuler des politiques et prendre des décisions qui vont permettre à nos exportations de devenir réellement facteurs du développement, à nos importations de devenir facteurs du développement, à notre transit de devenir facteur de développement. Et de cette manière, notre pays, en conclusion, doit se comporter comme leader en Afrique. Parce que l'Afrique ne profitera jamais de la mondialisation. Et je le dis sans peur d'être contredit, si l'Afrique n'accélère pas le processus d'intégration économique africain. Aujourd'hui, l'Union africaine n'est pas un marché de libre-échange. L'Union africaine n'est pas une zone, n'est-ce pas, douanière. L'Union africaine n'est pas une communauté économique, c'est-à-dire un marché commun entre pays africains. Aujourd'hui, l'Union africaine n'est pas une union économique et monétaire. Alors comment voulez-vous que l'Afrique, avec l'Union africaine, minée par des regroupements sous-régionaux nombreux, puisse profiter de la mondialisation? Chaque pays veut considérer sa monnaie comme attribut de sa souveraineté. Or, on ne peut pas se développer dans un système où tout le monde est souverain, où tout le monde considère sa monnaie comme attribut de sa souveraineté. L'Afrique doit disposer d'une monnaie unique pour profiter de la mondialisation. Et cette monnaie, j'ai même proposé dans certains de mes enseignements
qu'il s'agisse de l'afro. Si l'Europe a l'euro, aujourd'hui les pays de la CEDEAO veulent avoir l'éco. Mais l'Europe n'a pas besoin de plusieurs monnaies. Ils sont en train de se battre pour avoir l'euro comme monnaie unique, comme la seule à usiter dans les échanges avec les autres pays. Tandis que les pays africains vont en ordre dispersé vers la mondialisation. Beaucoup de groupes de pays, dans des organisations sous-régionales, voulais-je dire, dans des organisations sous-régionales, dans les regroupements sous-régionaux, avec les mêmes membres. Un seul pays africain est membre de plusieurs regroupements sous-régionaux. Alors que l'objectif d'un regroupement sous-régional, c'est la liberté des échanges, la liberté de circulation des personnes. Donc, même l'Union européenne repose sur ces libertés fondamentales pour une intégration. Tandis qu'ici, on est membre d'un même regroupement et on garde les droits des douanes entre pays. Pour terminer, les droits des douanes dans les pays africains ne doivent pas constituer l'unique et principale source de revenus. Il faut développer, n'est-ce pas, d'autres taxes comme la TVA, mais bien l'organiser. La TVA chez nous, vous achetez dans un magasin, on vous coupe la TVA. Mais une TVA qui n'arrive pas à l'État parce que l'informatisation de l'économie nationale n'est pas encore là. Il faut numériser les comptes du trésor. Quand quelqu'un achète quelque part, immédiatement, le trésor gagne ce qu'il peut gagner. Finalement, nous nous posons la question de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo veut de l'argent? En Europe, où nous avons l'habitude de voyager, en Amérique, nous voyons que même les infractions contribuent aux finances publiques de l'État. Quand quelqu'un va en prison, ça ne sert à rien. Il va être là, il est privé de liberté, tout ça, etc. Mais s'il est obligé de payer, tout ce que les gens, sur le plan économique, ont peur ou redoutent, ce sont les dépenses. Vous parquez mal, vous savez déjà qu'en parquant mal, ça me coûte l'équivalent de 20 $. Vous savez qu'en roulant forte ou à vivre ou en provoquant un embouteillage, quand on vous arrête, vous payez 10 $ équivalent. Quand il y aura fiscalisation des infractions et tout cela, le pays aura beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On peut nous-mêmes avoir des milliards et des milliards en République démocratique du Congo. Dans une prochaine émission, je démontrerai comment on peut arriver à avoir un budget de 50 milliards en République démocratique du Congo sur fonds propres. Je ne voudrais pas vous emballer dans beaucoup de domaines, mais ce que je viens de décrire démontre à suffisance que le commerce extérieur de la République démocratique du Congo ne peut pas permettre au pays de se développer. Il faut repenser sa pratique. Et qui doit repenser sa pratique? Le gouvernement. Nous nous arrêtons là et remercions tous ceux qui nous feront des suggestions pour aller de l'avant. Pour maintenant, je vous remercie et je vous dis au revoir.